Salut! Alors, aujourd'hui, on va reprendre un peu les bases en agronomie, juste pour que vous puissiez comprendre un peu mieux ce qu'on va voir ensuite, c'est-à-dire la réduction du travail du sol. Bon, alors il y aura des vidéos que j'ai pompées sur internet, évidemment, et un peu de diaporama pour expliquer certaines choses. Alors faites gaffe, ça sera entrecoupé par des images de votre cours avec ce qu'il y a à remplir dedans. Alors n'hésitez pas à mettre sur pause à ce moment-là pour prendre le temps de remplir. Parce que ça va un petit peu vite l'affaire. Bon allez, c'est parti. Pour faire un test bêche, on a besoin de très peu de choses. On a besoin donc d'une bêche, on a besoin d'un mètre et on a besoin d'un couteau pour un peu rafraîchir la bêchée et puis d'une bâche pour pouvoir poser la bêchée qu'on va récupérer et observer le sol. Donc ce test, pour le réaliser, on a aussi un guide. Il y a globalement 3 ou 4 grandes étapes, on va dire. La première étape, c'est qu'on fait une observation de la surface du sol avec des indicateurs qui sont dans le guide pour savoir un peu quel est le faciès du sol. Et puis après, on creuse une petite tranchée, on extrait le bloc de sol. Et là, on va faire une observation sur la bêche, on va le poser sur la bâche pour finir par un diagnostic au champ. Donc grâce au test bêche, on a plusieurs types d'informations. Donc on peut avoir des indicateurs qui renseignent un petit peu sur l'état de surface du sol. Et puis on a surtout des indicateurs qui nous renseignent sur la porosité du sol. Donc potentiellement de l'infiltration de l'eau dans le sol, de la pénétration du système racinaire et est-ce que ou pas le sol est tassé. Et derrière ça, ça va aussi permettre aux agriculteurs de prendre une décision. Si le sol est trop tassé, on va devoir faire des actions correctives. Ou si le sol est en bon état, ça nous donne l'indication que tout va bien et qu'on peut continuer. Pour bien suivre l'état de son sol, le test bêche doit être réalisé au moins une fois par an. Le prélèvement peut se faire n'importe où sur la parcelle. Il faut toutefois repérer si l'on est sur un passage de roue, car cela influence la structure du sol. En fait, ce qui détermine la période du test bêche, c'est plutôt les conditions de réalisation du test. Donc on va être plutôt sur des moments où le sol est plutôt ressuyé et en bonnes conditions pour le faire. Donc une première limite du test bêche, c'est dans les sols où il y a une trop forte charge en cailloux, où on va avoir du mal à extraire la bêchée, sans dégrader la structure du sol. La deuxième limite, c'est pour tous les tassements qui vont être un petit peu plus profonds, de type semelle de labour, des tassements qui se situent vers 25, 30, 35 cm. On aura beaucoup de mal à les observer puisqu'on ne va pas aussi profond avec le test bêche. Nous, on conseille à ce moment-là réaliser un profil cultural. Donc la méthode ici du mini-profil qui était développée dans le cadre du projet Sol Défi d'Agrotransfert consiste à prélever un bloc de sol avec les palettes d'un chargeur télescopique en perpendiculaire par rapport au sens de travail du sol et en enfonçant donc les palettes avec un angle de 30 à 45 degrés environ. Ensuite, prélever le bloc et observer. Alors au niveau de l'observation, la première étape c'est de mettre en évidence les différents horizons avec le couteau. Et puis ensuite, observer la structure dans chaque horizon. Donc, est-ce qu'on a une structure plutôt massive, continue, plutôt en motte ou plutôt fragmentaire. Et le niveau de porosité, donc en cassant les mottes à la main, en observant est-ce que c'est des phases de rupture lisses, nettes, avec pas ou pas du tout de porosité visible à l'œil nu. Donc signe d'un tassement sévère, ou alors est-ce qu'on a un bon niveau de porosité avec des phases de rupture assez rugueuses et avec de la porosité visible à l'œil nu. Alors la méthode, on peut l'utiliser en fonction des questions qu'on se pose. On peut faire l'observation en interculture et puis évaluer s'il est opportun, nécessaire d'intervenir mécaniquement pour structurer le sol, ou alors pour évaluer l'efficacité d'une opération de travail du sol ou repérer la profondeur de tassement atteinte par un passage d'engin par exemple. L'observation est assez facile. Finalement, les limites, c'est l'interprétation derrière pour l'aide à la décision. Donc c'est pourquoi on a créé un guide pour aider l'utilisateur à porter un jugement sur la structure de son sol et l'aider à la décision derrière. Les retours sont plutôt positifs. C'est un outil qui est assez pédagogique aussi, qui permet de sensibiliser les agriculteurs par rapport aux problèmes de tassement profond. Bon alors là, on prend son crayon et on écrit. Alors ensuite, on va voir un peu comment fonctionne une plante. Si vous vous en rappelez pas, là c'est assez clair.
Les végétaux chlorophylliens se développent en utilisant l'énergie de la lumière. On appelle cela la photosynthèse. Différentes conditions permettent cette réaction. Premièrement, du CO2 absorbé au niveau des stomates, qui sont des pores à la surface des feuilles, laissant passer les gaz. Deuxièmement, de l'eau et des sels minéraux absorbés par les racines et transportés jusqu'aux feuilles par la sève brute. Troisièmement, la présence de l'énergie lumineuse. La photosynthèse se déroule au niveau des tissus verts, dits chlorophylliens. Zoomons un peu sur cet organe. Chaque cellule contient des chloroplastes, lieu de la photosynthèse. Sous l'action de la lumière, l'eau est transformée en dioxygène qui sera rejeté dans l'atmosphère par la plante. Le CO2 absorbé servira quant à lui à la production de glucides. Ces glucides permettent le développement de la plante en lui fournissant l'énergie dont elle a besoin. Une partie pourra être mise en réserve. La photosynthèse peut être résumée en une seule équation bilan. Pour réaliser ce métabolisme, la plante absorbe 6 molécules de dioxyde de carbone par les stomates des feuilles, ainsi que 6 molécules d'eau qu'elle capte par les racines. La plante produira alors 6 molécules de dioxygène qu'elle rejettera dans l'atmosphère, ainsi qu'une molécule de glucose qui lui fournira de l'énergie. Évidemment, cette réaction n'est possible dans les chloroplastes qu'en présence de lumière. Alors maintenant, un petit rappel sur les molécules organiques. Donc il y a les glucides et les lipides qui sont produites par les plantes et ne servent qu'à fournir de l'énergie. Sont composés donc de carbone, d'hydrogène et d'oxygène, alors que les protides que vous appelez plus habituellement protéines, il y a de l'azote en plus. Et ça sert à produire des cellules et fournir de l'énergie de temps en temps. Ici, vous avez un tableau qui montre un petit peu le rayonnement et puis la matière sèche qui est produite en fonction de ce rayonnement. Alors, on a d'abord les légumineuses qui produisent peu, vraiment peu. Et les plantes en C3, elles, si vous regardez bien, elles produisent quasiment le double. Alors le C3, c'est quoi? C'est du blé, c'est du maïs, c'est du colza. Et vous avez les meilleurs, les plantes en C4. Alors, ce qu'on connaît par ici, c'est le maïs. Il y a aussi la canne à sucre. Et là, c'est celles qui produisent le plus. Et pourtant, elles vont capter que 2% de la lumière qu'elles reçoivent. Donc ça fait pas terrible. Donc voici un tableau qui représente encore les mêmes plantes, donc légumineuses, plantes en C3 et C4. Alors ce qu'il faut retenir de ça, c'est que les légumineuses, donc elles ont besoin de peu de lumière finalement, mais bon, elles bloquent leur pousse dès qu'il fait un peu froid ou un peu trop chaud. Les plantes en C3, elles vont pousser toute l'année, sauf zéro de végétation un peu élevée, mais bon, à partir de 25 degrés, elles poussent plus, parce que elles ont besoin de transpirer, et si elles transpirent, elles perdent de l'eau. Hein, les plantes en C4, par contre, elles sont très résistantes à la chaleur. Il faut savoir que c'est des plantes qui sont plutôt équatoriales à l'origine, et donc elles sont capables, elles, de garder l'eau, et elles peuvent pousser très vite. Par contre, il leur faut beaucoup de lumière et de chaleur. Alors Pépé, qu'est-ce qu'il dit Pépé, lui? Qu'il faut se mettre tôt pour profiter de l'allongement de la durée du jour, et donc de la lumière pour produire plus de fourrage. Et que comme on a vu, la photosynthèse a lieu uniquement dans les feuilles. Et donc, il faut les protéger. Bon allez, encore un peu de gratte là.
Dis donc, j'ai entendu dire qu'il fallait du temps pour créer le sol. Mais il y a un truc que je ne comprends pas. Comment est-ce qu'on fait pour créer du sol? Eh bien, c'est l'altération progressive des roches sous l'effet du soleil, de la pluie, du vent, des animaux et des plantes qui crée le sol qui se trouve sous nos pieds. Et cette altération, elle demande du temps. Beaucoup de temps. Tiens-toi bien. Il faudrait 500 ans pour créer 5 cm de sol. 500 ans, ça paraît fou. C'est pour ça qu'on dit que le sol est si précieux. Pas seulement. Le sol contient de l'eau, de l'air, des minéraux, mais c'est aussi une incroyable réserve de biodiversité. Sur 1 hectare de sol, on recense entre 1 et 5 tonnes de vers de terre et autres petits animaux, sans compter ce que l'on ne voit pas à l'œil nu. 1 gramme de terre contient près d'1 milliard de bactéries appartenant à plusieurs centaines de milliers d'espèces différentes. Dans ce même gramme de terre, on trouve aussi près d'1 million de champignons de plusieurs milliers d'espèces. Bref, pour faire simple, dans une cuillère à soupe de terre, il y a plus d'êtres vivants que d'êtres humains sur la planète. Et ce patrimoine vivant inestimable est encore très peu connu. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à connaître la texture d'un sol. La texture est un paramètre très important pour cultiver. Elle détermine la capacité du sol à retenir l'eau et les nutriments dont se nourrissent les plantes, et la facilité de développement des racines. Dans le sol, la terre est composée de particules minérales de différentes tailles. Les argiles, particules très fines, les limons, particules fines, et les sables, qui sont les particules les moins fines. La texture du sol est définie par la proportion de ces 3 types de particules. Les sols argileux retiennent bien l'eau et les nutriments, mais peuvent être compacts, ce qui rend difficile le développement des racines. Les sols de texture limoneuse sont relativement légers et aérés, et généralement fertiles. Ils sont par contre sensibles à la pluie, qui peut former en surface une croûte de sol dur, rendant difficile la germination et la pénétration de l'eau dans le sol. Les sols riches en sable sont légers et bien aérés, mais retiennent peu l'eau et les nutriments. Enfin, les sols qui présentent des proportions équilibrées d'argile, de limon et de sable sont très favorables à la culture car ils sont meubles, retiennent bien l'eau et les éléments nutritifs. Nous allons voir comment réaliser un test simple afin de connaître la texture d'un sol. Ce test est appelé test de sédimentation ou test du bocal. Nous aurons besoin d'une pelle à main, d'un bocal ou d'une bouteille en verre de 75 ml à 1 litre et d'une règle. Prélever de la terre de jardin. Pour cela, enlevez la terre de surface sur quelques centimètres à l'aide d'une pelle à main, puis prélevez de la terre pour remplir le contenant jusqu'à mi-hauteur. Remplissez le contenant d'eau en laissant quelques centimètres d'espace pour l'air. Refermez-le et mélangez énergiquement pendant environ 3 minutes, de façon à ce que les particules du sol se séparent. Laissez reposer pendant 1 à 4 jours. Le test sera terminé quand les différentes couches seront bien distinctes. Vous pouvez voir les cailloux et les sables en première couche au fond du contenant, puis les limons et enfin les argiles. En flottement à la surface, vous verrez les matières organiques non décomposées. Calculez la proportion des différentes particules. Pour cela, mesurez la hauteur totale de terre qui s'est déposée et la hauteur des différentes couches. La proportion de chaque composante du sol est donnée par la formule suivante. Le pourcentage de chaque composante est égal à la hauteur de la couche sélectionnée multipliée par 100 et divisé par la hauteur totale. Après avoir calculé ces 3 proportions, placez-les sur le triangle des textures. À l'intersection des proportions, vous pouvez lire le type de sol. Pour cultiver durablement, entretenez la texture de votre sol pour qu'il soit vivant, aéré et qu'il retienne bien l'eau et les nutriments. Voilà, vous remplissez ça et puis après vous essayez de faire le tableau en dessous. Je pense que c'est pas compliqué.
Comment le carbone se retrouve-t-il dans le sol? Via les plantes et les arbres. C'est l'histoire d'un cycle. Prenons une plante ou un arbre. Pour se développer, il absorbe du CO2 dans l'atmosphère qu'il transforme en matière organique pour former son tronc, ses racines, ses feuilles. Au passage, il rejette de l'oxygène. C'est ce que l'on appelle la photosynthèse. Et puis, cet arbre mange aussi. Sa nourriture, il la trouve dans le sol. Il y puise tous les nutriments et les minéraux qui lui sont essentiels, comme l'azote, le phosphore, le fer, le potassium, le calcium et le magnésium. Lorsque l'arbre meurt, ou que ses feuilles, ses branches mortes retournent au sol, elles se transforment en matière organique. Sa matière organique va être dégradée et transformée en éléments minéraux par les micro-organismes du sol. C'est ce que l'on appelle la minéralisation. Au cours de ce processus, le CO2 retourne progressivement dans l'atmosphère. En d'autres termes, le sol respire. Les minéraux, eux, seront utilisés par les micro-organismes du sol et par les prochaines générations de plantes. La boucle est bouclée et techniquement, il y a autant de carbone dégagé qu'absorbé. Alors, sujet balèze. Le rapport C sur N. Super le truc. Donc, faut déjà comprendre que la décomposition de la matière organique, elle s'effectue en deux temps. Déjà, par ingestion par les vers de terre et les insectes rongeurs. Donc, elle transforme l'humus, qui consiste à avoir des molécules plus petites, ici principalement des protéines. Vous regardez les résultats au deuxième colonne. Là. Et ensuite, on a une phase de minéralisation, donc, qui consiste à transformer les cellules organiques en minéraux qui vont être assimilables par les plantes. Vous regardez un petit peu en haut là, il y a un dégagement de CO2, c'est parce que les bactéries qui réalisent la minéralisation, elles respirent. Donc forcément, elles dégagent du CO2. Et si vous regardez en dessous le tableau, il y a une flèche qui retourne au début. Ça veut dire que ces minéraux, ils vont retourner, produire molécules d'hémicellulose, de lignine et de protéines. Donc, elles vont resservir à la plante. Le rapport C sur N. Alors, vous avez vu en physique que pour calculer le poids d'une molécule, on prenait le poids de chaque atome et on additionnait. Ici, dans une paille, vous avez pour 100 atomes de carbone, un atome d'azote. Pour l'humus, vous n'en avez plus que 20. Et si on prend de l'herbe, vous avez 7 atomes de carbone pour 1 d'azote. Donc, on peut dire que l'herbe jeune est riche en azote et qu'une paille, c'est riche en carbone. Mais pour fabriquer de l'humus, il vous faut et de la paille et de l'herbe jeune. Sinon, ça ne fonctionne pas. On prend un exemple. Alors, on prend une paille qui a 100 atomes de carbone pour 1 d'azote, et puis on lui met à côté de l'azote. Donc, un atome de carbone pour 10 d'azote. C'est dosé. Et donc, si on fait le résultat, ça fait 100 atomes de carbone pour 10 d'azote, et donc si on simplifie, on arrive à 10. Et donc le 10, c'est l'humus. Tiens, voilà Pépé qui se la ramène encore. Alors qu'est-ce qu'il dit, Pépé? Qu'il faut de l'azote pour décomposer la matière organique du sol, et que si on fait des apports de fumier, par exemple pour le maïs au printemps, donc il faut le faire assez tôt. Pourquoi? Parce que l'azote, il y a besoin d'azote pour décomposer la matière organique qui a été apportée, et donc s'il y en a besoin pour décomposer, elle ne va pas être disponible pour la plante. Donc si c'est épandu tard, il va y avoir concurrence entre l'azote pour le maïs et l'azote pour décomposer le fumier. Et que le sol, il devrait toujours contenir de la matière organique en permanence. Pourquoi? Parce que les vers de terre, ils mangent toute l'année et il faudrait des choses à décomposer toute l'année. Il faut aussi que la matière organique elle soit équilibrée pour que la digestion puisse être réalisée.
s'il manque de carbone ou s'il manque d'azote, les bestioles, elles vont pas aimer. Alors maintenant, on va parler un peu de ce qu'est capable un sol de retenir en eau. Donc ici, vous avez les sols sableux, les sols limoneux-sableux et limoneux. Donc on peut voir que les sols limoneux peuvent contenir le double d'un sol sableux. Si on prend un terrain avec 70 cm de terre dans un sol limoneux-sableux, donc on fait le calcul, on multiplie donc des 70 par 1,5 et on trouve 105 mm d'eau qui correspondent à l'eau que peut retenir le sol. Donc s'il pleut davantage, ça ne va pas être stocké. Donc c'est de l'eau qui va partir en drainage. Bon, ici, juste une petite photo, bon elle n'est pas terrible, hein, pour vous montrer ce que c'est que la battance. Hein, donc à gauche on voit ce qui a été biné et à droite ce qui n'a pas encore été biné. Donc vous comprenez bien que le sol ne peut pas respirer. Donc là c'est quand il y a une forte teneur en limon. Un petit mot sur la porosité du sol. Donc vous voyez ici sur le schéma qu'il y a des micropores et des macropores. Donc la macropore, à quoi elle sert? Donc à faire circuler l'air et les micropores à faire circuler l'eau. C'est tout. Alors, notre bon vieux Pépé, lui, qu'est-ce qu'il préconise? Alors déjà, première chose, donc faire gaffe quand vous allez sur des sols à bien régler la pression des pneus, ça on le dit souvent. Donc pourquoi? Parce que vous allez tasser le sol et donc diminuer la macroporosité, ce qu'on vient de voir. Il faut aussi bien choisir ses couverts végétaux en fonction de la tendance à la compaction, c'est-à-dire qu'un sol qui a tendance à se compacter ou qui a été compacté parce qu'on ne pouvait pas faire autrement, on va prendre des couverts qui permettent de défoncer la sol et remettre une porosité à peu près correcte. Et troisième chose, qui n'est pas évidente non plus tout le temps, c'est d'attendre le ressuyage du sol. Alors souvent on regarde si les 20 premiers centimètres sont secs et on y va. Mais il ne faut pas oublier que le sol il est plus profond que ça et on va faire des tassements en profondeur. Donc faites attention à ça. Dans les argiles, on a la kaolinite qui est constituée de feuillets d'alumine et de silice. Alors que la momorionite qui s'est située plus dans le centre de la France, on va avoir une feuille d'alumine mais qui va être entourée de feuillets de silice. Donc la kaolinite, le souci qu'on a, c'est qu'on peut mettre très peu d'ions autour, parce que l'espace est très faible. Alors que la momorionite, qui est une argile qui va pouvoir retenir beaucoup plus de cations, parce qu'elle peut en supporter davantage entre les feuillets. Alors, le complexe argilo-humique, donc il est composé d'argile, d'humus, qui vont être reliés par ce qu'on appelle un pont calcique. Et donc, ce complexe argilo-humique, il a des charges négatives. Donc, autour vont venir se fixer ce qu'on appelle des cations, donc des charges positives. Alors, si on met une plante, donc une plante qui va évidemment vouloir grandir, donc elle va absorber la solution et sur le complexe argilo-humique tous les cations qui lui sont nécessaires à sa croissance. Et donc, les micro-organismes du sol qui consomment de l'humus vont fournir les minéraux et vont pouvoir
recharger le garde-manger. La capacité d'échange cationique, c'est un petit peu pour savoir si on a un bon garde-manger ou pas. Donc là, on peut voir si elle est faible à très élevée en fonction de la structure du sol. Donc si c'est sableux, c'est faible. Si vous avez une dominante argileuse avec de l'humus, vous allez avoir une capacité d'échange qui est plutôt élevée. Alors si on reprend notre complexe argilo-humique, on va voir ici que, comme tout à l'heure, la plante consomme des cations. Et donc, si elle en consomme, le complexe argilo-humique s'affaiblit. Donc qu'est-ce qui va se passer? Si on coupe la plante, donc elle ne va pas être restituée au sol. Et donc, le complexe argilo-humique, comme il lui faut des cations, il va se charger en H+. Et c'est ces ions H+, qui forment l'acidité. Plus un complexe argilo-humique est riche en ions H+, plus il va être acide. Alors pour redresser le pH, on va apporter de la chaux. Alors la chaux, c'est CaOH, donc de la chaux vive. Donc il y a des ions Ca2+, et OH-. Donc les ions OH- vont se combiner avec les H+, pour former de l'eau. Et les ions calcium vont se fixer sur le complexe. Alors Pépé, qui a toujours raison, lui, qu'est-ce qu'il dit? Que l'engrais minéral est composé pour moitié d'ions H3O+, participe beaucoup à l'acidification des sols. Si on apporte de la chaux, on va corriger le pH, et donc l'exportation des cultures participe aussi à l'acidification des sols, puisqu'on enlève beaucoup d'ions calcium et autres. Donc voilà pour les bases. Et maintenant, ce que je ne veux plus entendre, c'est, écoutez bien,